Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Vers 1920, à l'hôpital militaire Walter Reed de Washington, des patients étaient placés dans des caissons chauffés par des lampes électriques pour des séances de physiothérapie. Ces traitements par la chaleur faisaient alors partie des méthodes utilisées pour soulager certaines douleurs et favoriser la récupération. Pour The Skywayman, en 1920, le pilote cascadeur Hormer Locklear traversa en avion un clocher construit pour se briser, tandis que 2 cascadeurs en tombaient. Le film est aujourd'hui perdu, et Locklear mourut peu après avec son copilote lors d'une autre cascade tournée de nuit. Vers 1918, un déraillement immobilisa plusieurs wagons sur les voies du Lehigh Valley Railroad à South Somerville, dans le New Jersey. Le cliché de John S. Powell fut réalisé sur une plaque de verre et l'original est aujourd'hui conservé à la bibliothèque du Congrès. En 1968, l'acrobate Betty Fox réalisait à New York des figures sur une minuscule plateforme installée à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la rue. Connue avec son partenaire Benny Fox comme l'une des Skydancers, elle se produisait ainsi sans la protection moderne utilisée aujourd'hui. Vers 1878, l'appareil spinal du Dr Clark était présenté comme un moyen de traiter la scoliose, tout en permettant aux patients de rester debout et de marcher. Sa lourde armature soutenait le corps et exerçait une traction sur la colonne, une approche orthopédique typique de cette époque. À Coney Island, les spectacles de curiosité présentaient des artistes choisis pour leur apparence inhabituelle, comme cette personne albinos aux côtés d'une artiste connue comme la Grosse Dame. Derrière eux, l'affiche annonce le cirque de puces du professeur Heckler, où de vraies puces actionnaient de minuscules accessoires. Pour étudier les effets des grandes vitesses et des futurs vols spatiaux, des chercheurs britanniques testaient en 1960 cette combinaison de fils mesurant la température du corps. Ces essais servaient à mieux comprendre les limites du corps humain en vol. Ellen Gibson fut la première cascadeuse professionnelle du cinéma américain, à une époque où des hommes doublaient encore souvent les actrices pour les scènes dangereuses. Ancienne cavalière de rodéo, elle sauta sur des trains en marche et passa du rôle de doublure à celui de vedette de The Hazards of Helen. Cette artiste de cirque posait avec un immense serpent pour créer des cartes souvenirs vendues au public lors des tournées. Des négatifs sur verre liés à ce type de portrait situent ces spectacles sur la côte de l'Oregon en 1909, où les artistes faisaient aussi leur propre publicité. Au chantier des écluses de Gatun, les ouvriers travaillaient en 1912 au-dessus de chambres géantes destinées à faire monter et descendre les navires. Ce système permettrait ensuite au canal de franchir le relief du Panama plutôt que de rester entièrement au niveau de la mer. Alvin Shipwreck. Kelly transforma dans les années 1920 le simple fait de rester assis au sommet d'un mât en véritable spectacle d'endurance. En 1929, il passa au total plus de 145 jours sur différents mâts et resta 49 jours d'affilée à Atlantic City. Contrairement au grand poumon d'acier, ce respirateur portable de 1955 ne couvrait que le thorax et pouvait être utilisé à domicile. Relié à une pompe, il aidait notamment les malades de la poliomyélite dont les muscles respiratoires étaient affaiblis. En pleine guerre, le chantier naval Bethlehem Fairfield de Baltimore fonctionnait jour et nuit pour construire des cargos Liberty à un rythme impressionnant. Ses effectifs passèrent d'environ 350 ouvriers en 1941 à près de 47 000 au sommet de la production en 1943. Après le déraillement de la locomotive 1063 du New York Central vers 1914, une grue ferroviaire fut amenée pour dégager le matériel renversé. La locomotive 2059 participa aux opérations de secours, tandis que le lieu exact de l'accident reste inconnu dans les archives. À la fin du XIXe siècle, des chasseurs tiraient sur les canards directement depuis le vapeur Cléo,
probablement sur l'Indian River en Floride. William Henry Jackson photographia cette pratique à une époque où les excursions de chasse en bateau faisaient partie des loisirs proposés aux voyageurs. Pour faire avancer cet étrange vélo de 1948, 4 hommes pédalaient ensemble grâce à 5 chaînes avec des freins sur les 2 roues. Son constructeur Art Rothschild, installé tout en haut, se fractura 3 côtes en apprenant à maîtriser sa propre invention. Bien avant les salles de sport modernes, le médecin suédois Gustav Zander utilisait cet appareil pour corriger certains déséquilibres des muscles, des articulations et du squelette. Vers 1892, ces machines servaient surtout à la rééducation et pouvaient être réglées selon chaque patient. En 1884, un cycliste descendit les marches du Capitole des États-Unis sur un grand bi, lors d'une démonstration photographiée par les frères Platt. Avec son immense roue avant et son centre de gravité très haut, ce type de vélo exposait le cycliste à de graves chutes vers l'avant. Le JL-12 avait été conçu comme un avion d'attaque lourdement armé. 30 mitraillettes Thompson étaient à réparties dans sa cellule pour tirer vers le sol. En 1921, cette concentration spectaculaire d'armes devait permettre de frapper rapidement des troupes depuis les airs. Oliver W. était une autruche dressée devenue l'une des attractions de la Florida Ostrich Farm de Jacksonville, où elle tirait une petite voiture comme un cheval. Photographiée vers 1903, elle faisait partie des animaux entraînés présentés aux visiteurs de ce parc très populaire. Cette hélice Paragon, conçue par Spencer Heath, pouvait modifier l'angle de ses pales et même inverser leur poussée sans arrêter le moteur. Testée à Bowling Field en 1922, cette idée annonçait les hélices à pas variables qui allaient devenir essentielles à l'aviation moderne. Ces énormes conduits n'étaient pas des machines étranges, mais des ventilateurs destinés aux navires construits au chantier Bethlehem Fairfield de Baltimore. Photographié en 1943 par Arthur Siegel, il servait à faire circuler l'air dans les espaces intérieurs des bâtiments en construction. Pour la journée de la marine, un plongeur de l'arsenal naval de Washington donna en 1935 une démonstration publique dans l'Anacostia. L'endroit abritait alors une école de plongée profonde où les marins suivaient 6 mois de formation spécialisée. Ces étudiants armés se tenaient devant une université de Budapest pendant l'insurrection hongroise de 1956 et non en 1955. Le mouvement avait commencé par des manifestations étudiantes avant de devenir une révolte armée contre le régime communiste et la présence soviétique en Hongrie. À Los Alamos, le chimiste Wright Langham utilisait en 1959 ce mannequin surnommé Plastic Man pour reproduire l'exposition du corps humain au rayonnement. Rempli de matériaux imitant les tissus, il permettait d'étudier comment les radiations traversaient et atteignaient différentes parties du corps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'essence fut rationnée aux États-Unis pour économiser notamment le caoutchouc et soutenir l'effort de guerre. En 1942, les automobilistes utilisaient des carnets de rationnement, et le pompiste devait mesurer précisément la quantité autorisée à chaque client. Pour un reportage de mode de Junior Bazar en novembre 1946, la photographe Toni Frissell plaça une adolescente en robe rouge devant des avions, loin des décors classiques de studio. La série, intitulée « Take to the Air », with casual grace associait ainsi vêtements décontractés et univers de l'aviation. Pour Architectural Forum, les photographes Gottscho Schleissner documentèrent en 1947 le bureau du président de la Federal Advertising Agency à Madison Avenue, à New York. Le mobilier intégré, les lignes simples et les grandes surfaces vitrées reflétaient alors la nouvelle esthétique des bureaux américains d'après-guerre. Avant qu'un numéro du Dallas Morning News parte sous presse, chaque épreuve devait être relue et comparée au texte original pour repérer les erreurs de composition. En avril 1943,
John Vachon photographia cette équipe de correcteurs au travail dans les locaux du journal à Dallas. Conçue par l'architecte Frank Furness et achevée en 1888, cette gare de Philadelphie servait de terminus au Baltimore and Ohio Railroad. Photographiée en 1959 pour un relevé historique, elle disparut 4 ans plus tard lors de sa démolition en 1963. À l'usine Southland de Lufkin, ce rouleau géant de papier journal se formait à la fin de la machine avant d'être découpé pour l'impression. En 1943, cette usine texane transformait notamment le bois de pin du Sud en papier destiné aux journaux américains. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les camions de l'Associated Transport Company assuraient une partie essentielle du transport de marchandises à travers les États-Unis. À New York, en 1943, leurs mécaniciens entretenaient les moteurs avec soin, car une panne pouvait interrompre des livraisons importantes. Au début du XXe siècle, City Hall Park était le principal espace public du centre de Burlington, entouré d'hôtels, de commerces et de bâtiments municipaux. L'hôtel Vermont, visible derrière les arbres, venait d'ouvrir en 1911 et devint rapidement l'un des établissements les plus prestigieux de la ville. Pour protéger les nourrissons des maladies transmises par le lait, le philanthrope Nathan Strauss finança à New York des dépôts fournissant du lait pasteurisé aux familles pauvres. Vers 1917, une mère pouvait ainsi repartir avec des bouteilles préparées pour nourrir son bébé. Avant de lancer ses revues Vanities à Broadway, le producteur Earl Carroll organisait des auditions pour sélectionner lui-même ses danseuses. En janvier 1925, il examina ainsi des candidates à Washington, quelques mois avant l'ouverture du spectacle à New York. À Buffalo, le Great Northern Elevator recevait directement le grain transporté par les cargos des Grands Lacs, puis le stockait avant son transfert vers les trains et le canal Erie. Vers 1900, ce système faisait de la ville l'un des grands carrefours céréaliers des États-Unis. Cette scène fut réalisée par la photographe Toni Frissell vers 1950 pour une couverture consacrée à la vie domestique dans le magazine McCall's. La mise en scène transforme un simple plat de pâtes, encore perçu comme assez exotique par une partie du public américain, en image de cuisine moderne et joyeuse. À Atlantic City, des cordes fixées à des poteaux permettaient autrefois aux baigneurs de se stabiliser dans les vagues et de regagner le rivage plus facilement. Vers 1910, cette aide restait utile car beaucoup de visiteurs venaient surtout se baigner et savaient encore mal nager. Dans un carnaval de Klamath Falls, en Oregon, des visiteurs attendaient leur tour pour monter dans le Tilt-A-Whirl, une attraction qui faisait tourner ses nacelles tout en les faisant pivoter. Russell Lee photographia cette soirée en juillet 1942 pour l'Office of War Information. Le panneau promettait « La prochaine fois, prenez le train et détendez-vous », tandis que 2 hommes chargés de bagages poursuivaient leur route vers Los Angeles à pied. Dorothea Lange réalisa ce cliché en mars 1937, au cœur de la Grande Dépression, pour documenter les migrants de Californie. Au club Dixon's de New York, la contrebassiste Vivienne Gary jouait en 1947 avec le pianiste Teddy Kay et le guitariste Harve Garrison, son mari. Gary dirigeait alors son propre trio de jazz, chose encore peu courante pour une femme instrumentiste dans les clubs américains. À la fin du XIXe siècle, Niagara Falls était déjà transformé en puissant centre industriel, où l'eau alimentait directement usines et centrales installées au bord de la gorge. Vers 1899, ce paysage réunissait production électrique, papeterie et autres industries attirées par cette énergie abondante. À Halloween, les masques en plastique aux visages exagérés faisaient partie des déguisements les plus accessibles pour les enfants américains. Dans le New York de 1964, ce type de costume était déjà au cœur d'une fête devenue largement familiale et tournée vers les bonbons. À 16 ans, Clyde Bradford avait déjà travaillé dans une boulangerie de Cincinnati,
illustration directe du travail des adolescents au début du XXe siècle. Son portrait de 1908 appartient aux archives du National Child Labour Committee, créé pour documenter ces emplois et soutenir leurs réformes. Nipper avait une passion si étrange pour le maïs au beurre que sa propriétaire lui fabriqua une broche spéciale pour manger ses épis plus facilement. Photographié à Los Angeles en 1951, ce chat de 2 ans raffolait déjà du maïs depuis qu'il était tout petit. Avant l'impression numérique, les opérateurs de linotype transformaient le texte tapé au clavier en lignes entières de métal destinées aux presses. Au Dallas Morning News, en 1943, ces machines permettaient de composer rapidement les colonnes du journal avant leur mise en page et leur impression. Pour creuser le Livingstone Channel sur la rivière Détroit, les ouvriers faisaient d'abord sauter la roche à la dynamite, puis une pelle à vapeur retirait les blocs du fond. Vers 1910, ce chantier devait créer une voie plus profonde et plus sûre pour les grands navires des grands lacs. Bien avant les écrans et les parcs à thème moderne, le Steel Pier d'Atlantic City attirait déjà les foules avec ses spectacles, concerts et attractions au-dessus de l'océan. Vers 1910, les visiteurs pouvaient simplement s'asseoir sur la jetée et observer les baigneurs en contrebas. Zips. Le Calf Scramble transformait une foire agricole en véritable épreuve. Les participants devaient attraper puis maîtriser un jeune veau au milieu de l'arène. Lors de la Central Iowa Fair de 1939, ce concours faisait partie des attractions destinées à rapprocher les jeunes du monde de l'élevage. Cette élégante robe du soir fut photographiée en novembre 1948 lors d'un essai en studio avec un mannequin nommé Mary Jane. Fait étonnant, la boîte contenant cette série portait 2 fois la mention « Ne pas montrer », signe que ces images n'étaient probablement pas destinées au public. Chez W. Atlee Burpee, les graines étaient conditionnées à la chaîne avant d'être expédiées aux jardiniers américains et même à l'étranger. En avril 1943, cet employé de Philadelphie scellait les enveloppes de semences au cœur d'une entreprise qui continuait à fournir ses clients en pleine guerre. Au début des années 1920, la radio devenait un nouvel outil de communication publique et les gardes-côtes américains l'utilisèrent pour diffuser directement des nouvelles sur leur service. En 1923, le capitaine Frédéric Billard participa à l'une de ces émissions depuis le quartier général. Avant les camions, de lourdes balles de coton étaient transportées jusqu'aux entrepôts et au quai sur de simples charrettes tirées par des mules. À Mobile, grand port cotonnier du Sud, ce mode de transport faisait encore partie du quotidien vers 1906. Le hockey sur gazon féminin gagnait rapidement du terrain aux États-Unis lorsque ce groupe posa près de la Maison-Blanche vers 1922. Cette même année naquit la Fédération américaine féminine de ce sport, qui commença à organiser sa pratique à l'échelle nationale. À Washington, les journalistes du Women's National Press Club préparaient en 1938 un spectacle satirique sur la récente conférence des petits entrepreneurs organisée par Roosevelt. Dorothy Fletcher Howarth y caricaturait le secrétaire au commerce Daniel Roper, entouré de poupées représentant ces petits hommes d'affaires. Le Manitou reliait Chicago aux stations touristiques du nord du Michigan et faisait notamment escale à Mackinac Island, au cœur des Grands Lacs. Vers 1905, ces grands vapeurs transportaient voyageurs et bagages sur des trajets qui pouvaient durer une journée entière ou davantage. Pendant la guerre, Trinidad Gutiérrez et Molly Alcanto occupaient un poste ferroviaire essentiel au dépôt Santa Fe de San Bernardino. En 1943, elle remplaçait lampes et bidons d'huile sur les locomotives arrivantes, tandis que de nombreuses femmes prenaient des emplois jusque-là, surtout masculins. Ces 2 hommes en sous-vêtements longs ne sont pas surpris dans un vestiaire. Ils posaient pour une photographie publicitaire à Wellington vers 1935. Ces sous-vêtements couvrant bras et jambes étaient alors courants comme première couche chaude,
bien avant les tissus thermiques modernes. Cette jeune femme fut photographiée vers 1970 pour les archives d'un journal de Columbus, en Géorgie. Mais son identité reste inconnue. Sa coiffure, ses lunettes et sa blouse fleurie correspondent parfaitement au style quotidien du début des années 1970. Ce Harley-Davidson de 1949 appartenait à la première génération, équipé d'une fourche avant télescopique hydraulique, une grande nouveauté pour la marque. Charles Farrar fut photographié à Washington sur cette machine, au moment où Harley-Davidson modernisait profondément ses grosses motos de route. Pendant l'occupation de l'usine sidérurgique GKN de Bradbury en 1972, des ouvriers passaient le temps en jouant aux cartes entre deux actions syndicales. Le mouvement réclamait notamment une hausse de salaire de 6% et une semaine de 35 heures. À seulement quelques pas d'une immense mule à filer, ce jeune garçon travaillait dans une filature de coton de Manchester en juillet 1909. Ces machines transformaient le coton en fil et exigeaient une surveillance constante dans un secteur où le travail des enfants restait encore courant. Avant même son entrée en service, le missile britannique Bloodhound était présenté comme une nouvelle défense contre les avions ennemis. Lors de cette visite chez Ferranti, en 1957, le prince Philippe découvrit le système dont le guidage reposait notamment sur des radars développés par l'entreprise. Le ramoneur transportait ses longues cannes et ses brosses de maison en maison pour retirer la suie accumulée dans les cheminées. Ce nettoyage était essentiel. Avec le chauffage au charbon, la suie pouvait s'enflammer et provoquer des incendies domestiques. Avant de devenir reine, la princesse Élisabeth visita en 1949 une filature de la région de Manchester où Mrs. Shirley travaillait depuis 45 ans. Cette ouvrière expérimentée lui expliqua le fonctionnement d'une machine d'ourdissage utilisée pour préparer les fils avant le tissage. Pour enregistrer l'activité électrique du cerveau, cet appareil de 1940 maintenait plusieurs électrodes contre le cuir chevelu grâce à des bras articulés. Ces premiers systèmes d'électroencéphalographie permettaient aux médecins d'étudier les ondes cérébrales sans intervention chirurgicale. Cette machine moderne, installée au Maple Mill d'Oldham, étirait et alignait les fibres de coton avant leur passage aux étapes suivantes de la filature. En 1966, l'usine modernisait encore sa production, alors que l'industrie cotonnière traditionnelle du Lancashire entrait déjà dans une période de fort déclin. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.